Bien, ben, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors normalement, il y a quoi comme filière? Matériaux, c'est ça? Ils sont où les matériaux là? Par là? Je crois qu'il y a EGC. Ouais. Et il y a des étudiants de MI, non? Eh bien, bonsoir. Voilà. Alors merci pour votre présence. On va accueillir ce soir François Garde. Alors François Garde, il a été et il a été directeur jusqu'à 31 décembre. 30 décembre de l'Isirois. L'Isirois, c'est une école d'ingénieurs à l'île de la Réunion. Voilà, donc il a un petit peu froid parmi en ce moment, il me l'a dit tout à l'heure là-dessus. Donc c'est une école qui est associée au réseau Polytech également. Peut-être que tu diras deux mots au niveau de l'école. On a une convention aussi avec les Irois, puisqu'il y a certains étudiants, notamment en GBA, qui vont faire leur 5e année à les Irois. Et puis il y a des étudiants effectivement aussi de les Irois qui viennent. Alors je crois qu'il y en a en informatique et en génie bio et agroalimentaire aussi là-dessus. Voilà. Alors, au-delà du fait qu'il soit directeur, ou qu'il ait été directeur de cette école, François Garde est enseignant-chercheur et il est chercheur effectivement dans le domaine, on va dire, de tout ce qui est bioclimatique et bâtiments bioclimatiques. Donc ingénieur de formation, si je me souviens, de Centrale Lyon. Puis derrière ça, tu as eu une carrière aussi dans l'industrie, dans des bureaux d'études chez EDF. Voilà, donc tu vas avoir ton CV qui va être, et tu vas te présenter, tu le feras mieux que moi. Et puis il a une spécificité forte, puisque c'est un expert national reconnu dans le domaine de tout ce qui est énergie bioclimatique, y compris avec des interventions au niveau de la COP, et donc sur un certain nombre aussi de programmes européens, de très gros programmes européens. Alors j'ai eu l'occasion de visiter effectivement l'école de Les Irois, qui a été pensée, mais c'est toi qui l'as pensée en fait, cette école-là, de telle manière effectivement qu'elle soit bioclimatique. Donc il n'y a pas de clim, pourtant il fait chaud là-dessus. Et franchement, c'est assez impressionnant. Dans les salles, même en plein été, c'est maintenu à 26 degrés. Il va nous expliquer comment il arrive à faire effectivement ce type de bâtiment. Et surtout, aujourd'hui, quand on parle de bioclimatique, avec le changement climatique, on se retrouve dans une situation qui est assez similaire dans le sud de la France. Et donc, les travaux qui mènent là-dessus sont aujourd'hui observés de très très près, notamment par des cabinets d'architecture qui voudraient éventuellement penser à des bâtiments bioclimatiques, donc dans le sud de la France ou dans le sud de l'Europe d'une manière générale. Voilà, je ne vais pas en dire plus, François, encore merci. On va partir pour les 40 minutes de présentation et puis après des questions. Alors, sentez-vous libre d'arrêter François Garde à n'importe quel moment pour poser des questions. Le but, c'est aussi l'interactivité, donc n'hésitez pas. Et puis, je remercie effectivement les collègues qui ont mis en place et organisé, Marie-Laure, il y a Gabriel aussi, qui ont organisé effectivement cette conférence-là. Voilà, François, à toi de jouer. Merci Lionel. Donc, bonsoir à tout le monde. Très heureux d'être parmi vous et donc pour vous montrer un petit peu ce qui se fait à La Réunion. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui peuvent être transposables en métropole et dans le sud de la métropole. Alors, hop. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est La Réunion, un petit peu de géographie. Donc, on est l'école d'ingénieurs, donc les Irois et La Réunion. Donc, c'est ici. Donc 21 degrés de latitude sud. Et donc moi, comme l'a dit Lionel, je fais partie de Les Irois. Les Irois, c'est une école associée au réseau Polytech, donc on fait partie du réseau en tant qu'école associée. Et on est l'école, on peut revendiquer d'être l'école la plus au sud à l'échelle mondiale. Voilà. Donc la problématique qu'on a, c'est qu'on est sous les tropiques et effectivement qu'on est confronté au changement climatique de plein fouet. On a des cyclones de plus en plus forts et on est sur un milieu insulaire, donc on est sur un milieu très vulnérable. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu de bâtiments bioclimatiques en région chaude. Je ne suis pas du tout expert en région froide. Et donc je vais vous parler un petit peu de... Alors il n'y aura pas trop de techniques, pas trop d'équations. Bon, alors qui je suis, Lionel l'a dit en quelques mots. Voilà, donc moi je suis effectivement enseignant-chercheur, j'ai été directeur de Les Irois et je me suis occupé aussi de tout ce qui est de transition chargé de mission développement durable à l'Université de La Réunion. Et à l'Université de La Réunion, ça fait depuis maintenant plus de 15 ans où tous nos bâtiments sont à faible impact environnemental et quasiment tous bioclimatiques. Donc voilà, donc après, effectivement, je suis de formation ingénieur. Alors, regardez pas la date de ma diplomation, je suis de la promotion, je ne vais pas dire l'année, sinon vous allez voir mon âge. Voilà, et puis après, effectivement, j'étais à l'Université de La Réunion en 98, je suis passé par l'IUT, et avant, j'ai eu une carrière aussi
en tant qu'ingénieur chargé d'affaires dans un bureau d'études où je dimensionnais des installations de climatisation, je m'occupais de désenfumage, donc une carrière un petit peu dans le privé. Et à EDF Île de la Réunion, je me suis occupé de lancer des programmes de logement bioclimatique. C'était un programme interdôme avec la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Voilà. Et puis effectivement, voilà, mon expertise, moi je suis enseignant-chercheur, j'enseigne aussi la conception thermique et aérolique de bâtiments en milieu tropical. Et j'aime bien aussi, ce qui est important aussi, c'est ça, là, tout ce qui est évaluation en mode occupé. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui font des super bâtiments sur le papier, mais on se rend compte qu'après, en pratique, c'est des bâtiments qui sont invivables. Donc l'évaluation en mode occupé permet de voir si le bâtiment il marche réellement après avoir été conçu par l'architecte. Voilà. Et puis, oui, j'ai participé à plusieurs COP pour présenter justement quelques slides là où vous allez voir que pas mal de bâtiments qui vous sont présentés là ont été. La Réunion est vraiment à la pointe de tout ce qui est bâtiment bioclimatique. Voilà. Et puis, j'aime bien aussi faire du sport aussi. Voilà. Donc, je fais un peu de triathlon. Voilà. À titre, voilà. Donc, pour revenir sur la zone intertropicale, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre. Donc la zone intertropicale, c'est entre les plus et moins 23 degrés. Et la problématique qu'on a, c'est que à l'horizon 2050, plus de la moitié de la population mondiale va habiter en zone intertropicale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas si vous le savez, mais vous savez que les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Hein, je ne vous apprends rien. Les prévisions d'augmentation de l'électricité à l'échelle mondiale, vous savez un petit peu où on en est? On est à peu près à 4% d'augmentation sur les 4 prochaines années. Et le problème de l'électricité, c'est qu'à l'échelle mondiale, elle est fortement carbonée. On a à peu près encore 56% de l'électricité produite qui provient du charbon et du gaz. Ça veut dire que, et malheureusement, la consommation d'électrique, elle augmente à cause de quoi? Les véhicules électriques, les data centers et la climatisation. Et la climatisation, justement, pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Donc voilà, vous voyez, les contraintes, c'est ça. C'est la climatisation augmente et la climatisation va faire appel à de l'électricité qui reste quand même fortement carbonée. Et si vous regardez à l'échelle mondiale, je vous dis, c'est à peu près 56% de l'électricité qui est carbonée à l'échelle mondiale. Si vous regardez l'Afrique, par exemple, où l'Afrique, la population va augmenter énormément, l'Afrique, c'est 70% de l'électricité qui est carbonée. Voilà, ça veut dire qu'on va climatiser des bâtiments, mais avec une électricité qui va faire beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, à La Réunion, voilà, il y a quelques photos de La Réunion. Donc, vous voyez, ça c'était avant. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de verdure. C'est ce qu'on appelle la casse créole à la Réunion. Vous voyez, végétaux. Et maintenant, on a ça. Donc, vous voyez qu'on a des matériaux, du béton et tout. Mais vous voyez qu'entre avant et après, malheureusement, on a plus de végétation, on a du béton. Donc là, c'est une photo qui aurait pu être prise à La Réunion. Elle n'a pas été prise à La Réunion, elle a été prise à Mayotte. Mais elle aurait pu être prise n'importe où, à Tahiti ou n'importe où en zone tropicale, parce qu'en fait, une espèce de mondialisation des matériaux. Vous voyez, il y a des volets roulants. Les volets roulants, ça vient de métropole. Ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire en milieu tropical. Donc on a des produits qui viennent, qui ne sont pas adaptés. On a des clims en plein soleil. Donc les clims, il ne faut surtout pas les mettre en plein soleil, les unités extérieures. Voilà, donc la végétation. Donc, là, une dalle en béton en plein soleil, ça monte à 70 degrés. Hein. Voilà. Et là, ce sont des logements sociaux. On avait fait des mesures dans les logements. Il faisait 38 degrés dans les logements. Voilà. Donc c'était invivable. Voilà. Donc on a aussi ça. Ça, c'est une place. Alors vous voyez qu'ils avaient pensé aux jardinières. Mais malheureusement, il n'y a pas de jardinière. Et puis surtout, planter, ça ne sert à rien. En fait, le rôle de la place, il n'est pas du tout ce à quoi ça sert. Une place, ça sert pour que les gens se réunissent, discutent entre eux. Et ce qu'il faut faire, si vous regardez dans les villages aux alentours de Montpellier, la place, il y a quoi? Il y a une fontaine, il y a des arbres et les gens ils jouent à la pétanque. Voilà. Et là, on ne peut rien faire. Donc là, si ce n'est que traverser parce qu'il fait trop chaud. Donc voilà, il faut vraiment. Et ça, c'est la problématique qui se trouve à Mayotte, qui se trouve à La Réunion. On a beaucoup de matériaux minéralisés et on a perdu ce qui se faisait avant la climatisation, la casse créole. Et maintenant, vous voyez, il y a une grosse différence.
Voilà, donc encore des clims partout. Voilà, donc alors comment faire pour améliorer tout ça? Alors déjà, donc ça c'est mon bras, pris avec une caméra thermique et quand on regarde la température de la peau, elle est à 33 degrés. Et donc ça veut dire que pour que je sois en situation de confort, il faut que je puisse dégager de la chaleur. Il faut que je puisse libérer la chaleur de mon corps. Ça veut dire que tout ce qui m'entoure, il doit être à moins de 33 degrés. Vous avez dû faire des cours de transfert thermique. La chaleur, ça va toujours du chaud vers le froid. Donc il faut que tout ce qui m'entoure soit en dessous de 33. Ça, c'est le principe de base. Donc il faut avoir une température d'air autour de moi en dessous de 32 degrés. Et aussi, je dois m'assurer que j'ai une bonne qualité d'air. C'est-à-dire que là, vous avez une photo prise à Hanoï. Vous voyez, ça ne sert à rien de faire un bâtiment bioclimatique qui va fonctionner en ventilation naturelle à Hanoï. Parce que là, il y a du bruit et il y a de la pollution. Donc là, c'est plutôt, là, on est à Singapour, à gauche. Vous voyez, et là, on est à Ravine-Blanche, qui est un écoquartier à l'île de la Réunion. Donc là, quand on a un environnement où la qualité de l'air est bonne et qu'il n'y a pas de nuisance acoustique, on peut y aller. Voilà. Mais il y a quand même des conditions préalables. Après, parce que l'idée encore de faire du bioclimatique, c'est de se passer de la climatisation. Comment je peux tenir à 30 degrés? Parce que c'est quand Lionel était venu à La Réunion, dans mon bureau, là, actuellement, il fait 30 degrés. Voilà. Et dans mon bureau, je n'ai pas chaud. Je ne transpire pas. Mais comment c'est possible? Alors, la base du confort, elle est là. C'est-à-dire que vous voyez, il y a 6 paramètres qui interviennent dans le confort, et pas un. On a tendance à croire que c'est que la température de l'air qui permet de... Je chauffe à 19 degrés ou je climatise à 24 degrés. Tout est basé sur la température de l'air. Et ce n'est pas vrai. Il y en a 6. Il y a la température des parois, qui fait qu'on va échanger par rayonnement. On va échanger par rayonnement avec les températures de surface. Il y a la température de l'air, où là, je vais échanger par convection. Ça vous rappelle les cours de thermique. La vitesse de l'air autour de moi va permettre d'améliorer les échanges par convection, d'échanger encore plus de chaleur entre ma température de surface et l'air extérieur. L'humidité, et vous avez encore... Donc ça, c'est la conception du bâtiment. Et puis vous avez le métabolisme et l'habillement. Ça, c'est des choses que je gère. L'habillement, si je décide de mettre 3 couches ou une couche de vêtements, c'est moi qui le décide. Et le métabolisme, c'est la quantité de chaleur que je dois dégager par rapport à mon activité. Là, je suis debout, vous êtes assis. Moi, je dégage à peu près 130 watts. Parce que je suis debout, je bouge un peu. Vous êtes assis, vous m'écoutez, vous devez dégager 110 watts. Si on part tous faire un footing et on revient ici, on va devoir dégager au moins 500 watts. Donc, vous voyez, ça dépend de notre niveau d'activité. Et c'est ça qui fait qu'on est en situation de confort ou non. Alors, cette courbe, elle est très importante. Alors, vous avez vu qu'il y a plein de paramètres. Là, je vous montre une courbe où il n'y a que 2 paramètres. Vous avez en abscisse la vitesse de l'air et en ordonnée, vous avez la température de l'air. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de ventilation, là, par exemple, dans cet amphi, la ventilation, c'est la première. C'est la ventilation hygiénique. C'est-à-dire que là, je ne sais pas où c'est, vous avez des grilles de soufflage là et de reprise quelque part. Ça souffle de l'air qui est chauffé normalement, mais ça aussi, ça souffle, ça fait rentrer de l'air neuf. De l'air neuf qui doit être renouvelé pour qu'on puisse respirer. Donc c'est ce qu'on appelle la ventilation hygiénique. Ça correspond à un renouvellement de 1 volume par heure. Voilà. La deuxième ventilation, c'est pour évacuer les charges internes. Les charges internes, c'est tout ce qui dégage la chaleur. Là, il faut arriver à dégager 10 volumeurs. Et la troisième qui nous intéresse à La Réunion, c'est celle qui va permettre de créer des vitesses d'air dans les espaces. C'est-à-dire où on doit sentir des courants d'air. Parce que sentir les courants d'air, comme le petit dessin, si j'arrive à avoir une vitesse d'air de 1 mètre par seconde autour de moi, la température que je vais ressentir, elle va diminuer de 4 degrés. C'est-à-dire que s'il fait 30 degrés et que j'ai un courant d'air, je vais ressentir 26 degrés. Ça, vous l'avez ressenti quand il fait chaud. Vous avez chaud, il y a un courant d'air, dehors, vous vous baladez, et d'un seul coup, ça va mieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça se traduit par cette zone de confort. Donc vous voyez que la zone de confort, quand il n'y a pas de vitesse d'air, elle est comprise entre 22 et 26. À 28 degrés, j'ai chaud. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment en été? Il fait 28. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez chaud. Et le réflexe tout de suite, en métropole, c'est pour diminuer dans la zone de confort, on descend verticalement.
Donc de 28 à 24. Ça veut dire qu'on va climatiser. Pour descendre de 28 à 24, je vais devoir dépenser de l'énergie avec la climatisation. Et chaque degré, c'est 5% de consommation en plus sur la facture électrique. Voilà. Donc quand je me déplace verticalement, je vais dépenser de l'énergie. Voilà. Mais vous voyez que pour entrer dans la zone de confort, quand il fait 28, je peux descendre ou je peux aller à droite. Et si je me déplace à droite, là je joue sur la vitesse d'air. Voilà. Et en termes de consommation d'énergie, ça c'est 20 fois moins. C'est-à-dire que, voire zéro. C'est-à-dire que pour créer une vitesse d'air, il suffit que je fasse des courants d'air. Donc si j'ai des espaces où j'ai l'extérieur d'un côté et l'extérieur de l'autre et qu'il y a du vent qui souffle, la vitesse d'air se fait naturellement. Voilà. Et je ne dépense rien en énergie. Et donc je rentre dans la zone de confort sans aucune consommation électrique. Voilà. C'est naturel, c'est le vent que j'utilise. Et si jamais il n'y a pas de vent, parce que ça arrive, je vais utiliser des engins qui vont me permettre de créer du vent. Ça s'appelle les brasseurs d'air. Voilà, des ventilateurs de plafond. Voilà. Donc ce qui est fondamental, c'est d'essayer de créer de la vitesse d'air dans les espaces. Que ce soit par des moyens naturels ou que ce soit par des moyens en fait, qui consomment peu d'énergie. Un brasseur d'air, ça ne consomme rien en termes de consommation. Voilà. Mais ça veut dire que derrière ça, avoir des espaces qui soient irrigués par le vent, ça veut dire des architectures spécifiques. On appelle ça des architectures aéroliques. Voilà. Et ça demande en fait une expertise qu'on a perdue en France. Mais donc en tout cas, à La Réunion, on essaye en tout cas de garder cette expertise et de faire monter nos ingénieurs en compétences et les architectes aussi, parce que j'enseigne aussi à l'école d'architecture. Voilà. Donc une architecture adaptée pour favoriser les vitesses d'air dans les bâtiments. Voilà, donc vous avez des brasseurs d'air qui permettent justement de générer cette vitesse d'air. Donc des brasseurs d'air, ça c'est des brasseurs d'air qui sont le plus installés à La Réunion. Et vous commencez aussi à avoir des brasseurs d'air très performants qui arrivent, qui sont connectés, Wi-Fi, que vous pouvez piloter avec le téléphone. Donc, et ça ne consomme rien. Vous voyez qu'un brasseur d'air, c'est 20 watts pour 10 mètres carrés. Donc on est à 2 watts par mètre carré. Voilà. Alors juste pour que vous ayez une comparaison entre la climatisation classique et un brasseur d'air, la climatisation, quand on installe, c'est 30 watts électriques par mètre carré. Par mètre carré. Le brasseur d'air, on est à 3 watts par mètre carré. D'accord ? La consommation d'un brasseur d'air qui fonctionne vraiment extrêmement souvent dans l'année, on est à 4 kWh. La climatisation, c'est 40 kWh d'électricité. En investissement, c'est 13 fois moins cher que la clim. Donc c'est à peu près 300 € le brasseur d'air. La clim, c'est 400 € le mètre carré. 400 € le mètre carré. Voilà. Et les coûts de maintenance d'un brasseur d'air, c'est juste à enlever la poussière sur les pales. Parce que les brasseurs d'air, en général, les moteurs sont garantis à vie. Alors que la climatisation, il y a un coût de maintenance aussi. Parce qu'il faut venir contrôler les filtres, contrôler le groupe de froid, etc. Voilà. Donc c'est vraiment incomparable. Il y a un autre paramètre, quand on parle de vêture, c'est le dress code. Et ça, quand on parle d'efficacité énergétique, vous ne le trouvez jamais ça dans les discours. Parce qu'on va parler de protection solaire, d'efficacité des systèmes, etc. Mais déjà, entre le bonhomme de gauche, bon, désolé mesdames, c'est très masculin, hein, mais entre le bonhomme de gauche et le bonhomme de droite, lui à gauche, il peut tenir jusqu'à 30 degrés. Et le costard-cravate, il tient jusqu'à 25 degrés. Voilà. Donc déjà, en adaptant la vêture, on gagne 5 degrés. Ouais. Mais, alors par exemple, là, quand je vais rentrer, là, je vais prendre l'avion mercredi, jeudi, je suis à La Réunion, vendredi, je suis au travail à Les Irois, je suis habillé comme ça, parce qu'on est en plein été. Voilà. Donc je mets le bermuda, un polo, alors je ne suis pas en savate, en short de surf, hein, mais voilà, je m'habille de manière à te dire, mais si je m'habillais comme ça, je ne tiendrais pas dans un bâtiment bioclimatique, c'est impossible. Alors le problème du dress code, c'est qu'il y a des codes. Et qu'en France, le costard-cravate, ça reste la référence. Mais cette référence, elle a été cassée dans certains pays comme le Japon. Donc le Japon, ils ont eu deux programmes d'efficacité énergétique, le programme Coolbiz. Et ils ont eu, vous savez, le Japon en 2011, ils ont eu un phénomène, ils ont eu un tsunami et il y a eu un réacteur nucléaire qui a été HS.
Donc, le pays n'arrivait pas à fournir toute l'électricité nécessaire. Donc, il a fallu faire des programmes d'efficacité énergétique avec des contraintes, donc consigne de température à 28 degrés pour la climatisation. Et les Japonais ont été encouragés, même par les plus hautes instances, à avoir un dress code qui permette de tenir à 28 degrés. Parce que si vous demandez à des gens dans les bureaux de climatiser à 28 degrés en costard-cravate, ce n'est pas possible. Donc les Japonais ont autorisé, vous voyez que ça c'était progressif, mais un cadre japonais, en été, est autorisé à aller travailler en Bermuda et en polo. Voilà. Donc si les Japonais sont arrivés à le faire, voilà, je pense qu'en France c'est possible. Mais on reste quand même dans des codes. Voilà. Et les résultats constatés, c'est qu'à l'échelle du pays, ils ont fait 12% de consommation d'électricité. Alors il n'y a pas eu que le dress code, hein, il y a eu la consigne de clim relevée, ils ont décalé les horaires de travail, mais c'est un pays qui s'est adapté parce qu'ils n'ont pas pu avoir toute la production d'électricité nécessaire. Voilà, alors je vais rentrer maintenant un peu dans donc la philosophie des principes de base de la conception en climat chaud. Bien évidemment, il faut un bâtiment qui reste confortable. Je peux décider de couper la clim, mais si tout le monde crève de chaud, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'il soit confortable et qu'il consomme le moins possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître le climat, le vent, le soleil. Il faut connaître, donc il faut avoir un environnement, vous verrez, il faut créer des îlots de fraîcheur. Il faut avoir une conception avec de la ventilation naturelle. Le mot important, c'est traversant. Et ensuite, on va travailler sur des protections solaires. Alors j'ai mis inertie ou non, parce qu'à Montpellier, on peut jouer sur l'inertie. Ça va dépendre du climat. Quand je parle d'inertie, en spécialité matériaux, ça vous parle? Un bâtiment à forte inertie ou un bâtiment à faible inertie? Un bâtiment à forte inertie, c'est un bâtiment où il y a du béton, où il y a des matériaux lourds. Un bâtiment à faible inertie, c'est un bâtiment qui a des parois légères, du bois. Voilà. C'est ce qui fait la différence, en fait. Donc, l'inertie permet, si vous regardez par exemple en Afrique du Nord, les bâtiments, ils font 1 mètre d'épaisseur. Donc, c'est des bâtiments à très forte inertie. Ils filtrent ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire s'il fait 0 la nuit et 40 la journée, c'est un climat qui peut vous paraître extrême, 40 la journée, 0 la nuit, mais ce qui est important, c'est la moyenne. C'est 20 degrés la moyenne. Donc, si vous faites un bâtiment qui a des murs de 1 mètre d'épaisseur, et vous regardez tous les anciens bâtiments dans l'Afrique du Nord, ils sont des bâtiments très épais, mais la température, elle est constante toute la journée, à 20 degrés. Parce que le bâtiment, il filtre grâce à sa forte inertie. Donc voilà, pour la partie conception passive. Alors, quand je parle de bâtiments passifs, c'est des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie. Donc les bâtiments passifs, donc les 4 premiers en vert, c'est les 4 prioritaires. Et ensuite, après, pendant l'exploitation, il faut que les usagers soient formés, il faut qu'il y ait une vêture adaptée. Voilà. Et les énergies renouvelables, bon, je l'ai mis, mais souvent on croit que les panneaux photovoltaïques, c'est la solution à tout, mais il faut d'abord réduire la consommation et après on mettra les énergies renouvelables. Mais en tout cas, il faut utiliser les moyens passifs le plus longtemps possible et les moyens actifs, ils doivent être utilisés qu'en dernière limite. Alors pourquoi j'ai mis un bateau là? Pourquoi j'ai mis un bateau? Vous êtes dit, c'est amusé à faire un bateau. Parce que le bateau, c'est un système en fait qui s'adapte par rapport à son climat. Le bateau, quand il n'y a pas de vent, on sort la grand voile. Quand il y a les vents forts, on réduit. Donc, et surtout les usagers, donc les gens qui sont dans le bateau, ils sont actifs. Si vous êtes dans un bateau un bateau à voile et que vous ne faites rien, voilà. Il faut que vous soyez actifs. Les usagers dans un bâtiment bioclimatique, ils doivent être actifs dans des bâtiments passifs. Voilà. Je dis souvent, en fait, les usagers dans les bâtiments actifs, ils sont passifs. Dans des bâtiments qui sont climatisés, vous appuyez sur le bouton, vous êtes passif. Mais dans des bâtiments bioclimatiques, il faut être actif. Voilà. Et ça, c'est une photo que j'avais prise à Sydney, dans un quartier qui s'appelle Darling Harbour, qui montre bien l'idée du bâtiment du voilier, c'est-à-dire que vous avez des balcons avec des protections solaires, vous voyez, qui sont avec des lames qui sont mobiles, avec des jeux de poulies qui permettent d'augmenter les débords. Et vous voyez cette façade-là, ce ne sera pas la même le lendemain. Quand les gens ne sont pas là, ils ferment tout. Quand ils sont là, ils ouvrent les jalousies. Bref, voilà, c'est comme le bateau. Alors, je vais vous introduire des diagrammes bioclimatiques de Givoni. Alors, je le fais vite.
ça permet de savoir par rapport au climat quelle est la stratégie au niveau architectural à choisir. Donc ça, c'est un diagramme qui s'appelle le diagramme de l'air humide. Alors pour les gens qui travaillent dans l'ingénierie climatique, ils utilisent cet outil-là. Vous avez les températures en abscisse et vous avez le degré hygrométrique, c'est les courbes pointillées. Donc vous avez 10%, 20%, et ça va jusqu'à cette courbe-là qu'on appelle la courbe de saturation qui est 100%. Donc là, on ne peut pas avoir d'air ici. Donc par exemple, s'il fait 25 degrés et 60%, 25 degrés et 60%, je suis 25 degrés et 60%, je suis ici. Voilà. Et je suis, vous voyez, dans cette zone qui est verte, qu'on appelle la zone de confort. C'est une zone où j'ai besoin de rien faire. C'est-à-dire qu'elle est limitée en température entre 20 et 27 et en humidité entre 20% et 80%. Si je suis là-dedans, je suis bien. Alors, si je suis dans cette zone-là qui s'appelle Natural Ventilation, c'est un polygone un peu plus grand. Là, vous voyez que là, je suis à 30 degrés et par exemple 30 degrés, 50%, je suis ici. Je ne suis pas dans la zone de confort ici, ça c'est la zone de confort idéale où je suis dans une pièce fermée, pas de vitesse d'air. Et donc, si je suis ici, 30 degrés et par exemple 60% d'humidité, comment je peux faire pour être en situation de confort? Mais je suis obligé de créer de la ventilation naturelle. Je suis obligé de créer des mouvements d'air. Donc c'est une zone qui est plus importante. Et si j'arrive à créer cette vitesse d'air de 1 mètre par seconde, je suis dans la grande zone. Si je suis ici, donc là il fait très chaud, 35 degrés, vous voyez que je suis dans une zone qui s'appelle mass cooling. Et là, ça veut dire que dans ce climat-là, je vais utiliser de l'inertie. Je vais faire des matériaux, des murs épais. Voilà. Si je suis ici, on va encore plus loin, il fait 45 degrés, 42 degrés. Vous voyez qu'il y a mass cooling et ventilation et non-ventilation. Ça veut dire que là, vous avez des bâtiments épais, mais que vous refroidissez la nuit. C'est-à-dire que vous faites rentrer le vent nocturne pour refroidir l'enveloppe. J'espère que c'est clair, je le fais très vite. Voilà. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous reproduisez le climat de Montpellier, je me suis amusé à faire ça, sur le diagramme de Givoni, vous voyez qu'il y a, alors là on est en hiver, hein, quand il fait 5, voilà. Alors j'ai parlé de internal, vous voyez, j'ai pas parlé des stratégies d'hiver, mais internal gain, ça veut dire que si vous avez des points ici, ça veut dire qu'à Montpellier, quand il fait 13, la chaleur que vous dégagez dans la maison suffit à ce que vous soyez en confort. Donc il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, il y a des points dans la zone de confort et puis des points, en fait, dans la grande zone de ventilation naturelle. Ça veut dire que le climat à Montpellier, en été, si je développe une stratégie de ventilation naturelle traversante, ça suffit pour être en situation de confort. C'est très intéressant. Et si vous regardez là, alors ça, c'est juste une autre représentation où chaque segment, c'est le minimum moyen et le maximum moyen. Donc, on voit évidemment que les mois les plus chauds, c'est juin, juillet, août, septembre. Ça, je ne vous apprends rien. On est en plein été métropolitain. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à La Réunion, voilà le climat de La Réunion. Donc, vous voyez que, alors évidemment, il fait moins froid qu'à Montpellier. Et vous voyez que quasiment tous les points température-humidité sont localisés dans la zone natural ventilation. Ce qui veut dire qu'en climat tropical, en développant une ventilation naturelle traversante, on est en situation de confort. Alors, je vous montre un autre climat qui est le pire qu'on puisse trouver, parce que j'ai donné quelques conférences, j'ai donné quelques cours à Ahmedabad en Inde. Donc, vous voyez qu'Ahmedabad, il peut faire froid, il peut faire chaud, il peut faire très chaud, très humide, très chaud et très sec. Donc, c'est un climat qui est insupportable. Voilà. Il n'y a pas pire. Donc, heureusement, on n'en est pas là. Et, ce qui est et là, quand on revient à Montpellier en été, bah vous voyez qu'on est, donc là j'ai sélectionné juin, juillet, août, voilà, on est bien. Alors, vous connaissez Montpellier en été, vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible, il faut qu'on climatise. Ben non, en fait, hein, on peut très bien vivre à Montpellier en été et ne pas climatiser. Alors, le petit bémol, c'est que j'ai regardé ce qui s'est passé en 2025, et vous allez pouvoir me confirmer, il commence à y avoir des petits trucs qui s'appellent les vagues de chaleur. Et que les vagues de chaleur sur Montpellier en juin, juillet, août, vous voyez que la température maximale extrême, c'est la première ligne,
C'est monté à 40 quand même en août. Voilà. Sur des séquences, j'ai regardé les séquences, c'est sur les séquences en fait en général qui durent 5 jours. Voilà. Donc pendant 5 jours, ça ne descend pas en dessous de les maxi, c'est 38, 40. Voilà. Donc c'est le seul bémol. Que faire pendant ces périodes de canicule. Alors quand on regarde un petit peu le nombre de jours où la température était supérieure à 30, vous voyez. Alors j'aurais bien aimé trouver le critère parce que je vous ai montré qu'il faut avoir un R à 32. J'aurais bien aimé calculer le nombre de jours, mais ça je n'ai pas eu le temps. Où le nombre de jours était supérieur à 32. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que supérieur à 30, il y en a 15 en juin, 19 en juillet, 17 en août. Voilà. Après, ça se calme les autres mois. Mais ça, il faudra voir comment composer avec ces vagues de chaleur qui vont devenir de plus en plus récurrentes. Alors déjà, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de planter des arbres. Il faut planter des arbres. Planter des arbres. Donc ça, c'est une opération bioclimatique à Saint-Pierre. On s'est amusé, c'était un projet que j'avais fait avec des élèves ingénieurs de l'ESIROIS. On avait mis des capteurs de température à différents niveaux. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 sur la coupe. Donc 1, c'est dans la rue, ici. 2, c'est dans les arbres, là. 3, c'est dans cette structure. Alors cette structure, je vous en parle parce que ça, c'est un filtre thermique qui permet de gagner aussi par rapport au confort. Et après, le logement, là. Donc un capteur dans la rue, à l'ombre, un capteur sous les arbres, un capteur ici, 1, 2, 3. Voilà. Et donc on a fait des mesures en mars. En mars, c'est l'été chez nous. Donc vous voyez que dans la rue, ça monte à 37 degrés. La courbe jaune. Ensuite, le capteur 2, la courbe vert fluo, c'est dans le jardin. Là. Et vous voyez déjà que ça monte à 33. Donc il fait 37, 33. Déjà, on a gagné 4 degrés. Qu'avec des arbres. C'est magique quand même. Et ensuite, donc, on voit qu'entre le capteur 2 et le capteur 3, dans le patio planté, ici, on regagne 1 degré. Ce qui veut dire que l'air qui est dans la rue à 38, 37, plutôt que de rentrer, imaginez la même chose sans cette structure en bois et sans le jardin, l'air à 37, il rentre dans les logements. Ça veut dire que ce n'est pas possible, vous crevez de chaud. Vous savez, un air à 37, c'est invivable. Le fait d'avoir planté des arbres et le fait d'avoir fait ce filtre thermique, vous avez un air qui est dans les logements à 31,5. Donc on est bon. Et je ne consomme pas d'énergie. C'est une opération bioclimatique, il n'y a pas du tout d'énergie. J'ai planté des arbres et j'ai mis cette espèce de varangue, et vous allez voir, on parle d'innovation architecturale, c'est ce qu'on appelle une coursive déportée, cet espace de transition entre le béton et l'extérieur. Ça permet de rentrer dans les logements et d'avoir de l'intimité, mais aussi de créer cette structure en bois qui permet de faire une espèce de volume de fraîcheur. Et ça, c'est une sacrée innovation. Les architectes Michel et Antoine ont été les premiers à avoir cette idée qui marche vraiment, qui est très efficace. Donc ça, planter des arbres. Bon, rappel de Mécaflux. Vous la connaissez tous, ça va? P plus ρ GZ plus 1,5 d'euro V carré égale constante, ça va? En général, ça vous savez. Par contre, quand on vous dit si la vitesse augmente, la pression, elle fait quoi, la pression statique? Vous dites, elle augmente. Ben non. Si la vitesse augmente, la pression statique diminue. Ça veut dire que quand ça rétrécit, ici, la pression statique diminue. Une accélération de vent s'accompagne d'une diminution de pression statique. Le vent s'accélère, j'ai une dépression. C'est ça qui dit Bernoulli. Voilà, simplement ça. Donc maintenant, quand ça s'applique à la ventilation, quand j'ai le vent qui vient attaquer une façade, j'ai toujours une façade donc là, le vent il vient de gauche, j'ai toujours une façade en pression, et sous le vent, j'ai une façade en dépression. Et c'est la différence de pression qui crée les courants aérodynamiques et qui permet de créer cette vitesse d'air que je cherche, traversante. Alors, il y a une règle simple, c'est que si j'ai pas assez de trous, ça ne va pas marcher. Et nous, la règle simple, il faut avoir 25% de trous. Donc, si cet amphi, par exemple, je veux le rendre traversant, 25% de trous d'un côté, 25% de trous de l'autre. Voilà. Parce que là, j'aurai suffisamment de vent. Voilà. Après, que j'ai des façades, alors les formes de pente aussi fonctionnent plus ou moins bien.
suivant si la pente du toit est vers le vent ou sous le vent. Bon, ça se démontre. Alors, est-ce que ça marche tout le temps? Ben, la réponse, c'est alors AQO Énergie, c'est un revendeur d'électricité. C'est un bâtiment qui est très beau, hein. Qui marche super bien en théorie. On a les 25% de trous des deux côtés, le bâtiment est fin, l'air circule, nickel. Super beau et super efficace. Sauf que à 50 mètres du bâtiment, il y a une 4 voies. Donc, à l'époque, j'avais discuté avec le patron d'AQO, j'ai dit, je trouve quand même que ton bâtiment, tu le places un peu près de la 4 voies. Il me dit, non, t'inquiète pas. Et tout. Voilà. Bon, ils livrent leur bâtiment, ben, ils sont restés un mois en ventilation naturelle, après ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé parce qu'il y avait trop de bruit, et donc, ils sont passés en mode climatisé. C'est pour ça que c'est important, en fait, quand je vous montrais, il faut que que l'air soit de bonne qualité et qu'il n'y ait pas de nuisance sonore, c'est que le bioclimatique, il y a quand même des conditions préalables et tout peut s'écrouler si jamais vous avez oublié un paramètre. Et ce paramètre-là, en l'occurrence, c'est ça. Il y a un autre bâtiment que je connais à la ville du Port, ils ont fait un bâtiment bioclimatique, super, sauf qu'ils ont construit leur bâtiment à côté d'une usine de production, ben, on est en agroalimentaire, de crevettes. Et je ne vous raconte pas les odeurs quand on fait de la crevette. Eh bien, pareil, nuisance olfactive, ils ont fermé leur bâtiment et ça n'a pas marché. Voilà. Parce qu'autour, il y avait un environnement qui n'était pas propice à la ventilation naturelle. Donc il faut quand même vérifier un certain nombre de choses. Alors il y a quelque chose qui marche super bien aussi, qu'on utilise à La Réunion, et je crois qu'on a fait beaucoup de premières mondiales là-dessus. C'est ce qu'on appelle le puits dépressionnaire. Et là, c'est là où Bernoulli il est efficace. C'est parce que quand vous avez un environnement contraint, très dense, et que vous avez le vent, ben, le premier bâtiment, là, ici, ben, il va bien marcher. Mais après, tous les autres bâtiments, ils sont déventés. Donc le problème, c'est que si on veut faire de la ventilation naturelle traversante, il faut toujours avoir une différence de pression pour créer le mouvement d'air. Donc du coup, là, ce bâtiment, il ne peut pas fonctionner avec une différence de pression sur les façades. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ouvre le bâtiment au toit, et donc le vent va s'accélérer. Donc Bernoulli dit que si le vent s'accélère, donc au niveau du toit, je vais avoir une dépression. Et donc je vais avoir une dépression plus grande que les dépressions résiduelles qui sont sur les façades. Et donc je vais faire avoir un système d'aspiration. Donc je vais avoir une pompe dépressionnaire qui va me permettre d'aspirer l'air et que les espaces justement puissent fonctionner en ventilation naturelle traversante. Ça marche super bien dans les environnements denses. Ça marche super bien quand les bâtiments sont très épais, parce qu'il y a en mécanique des flux, il y a ce qu'on appelle des pertes de charge. L'air, il a du mal parce qu'il y a des bancs, il y a des occupants, donc ça va frotter et il ne pourra pas avoir les vitesses d'air qu'on cherche. Donc c'est une technique que je vais vous présenter dans quelques instants, avec le premier amphithéâtre bioclimatique, du coup, qui a été livré en 2014 et qui a été présenté à la COP 21 à Paris, justement. Premier amphithéâtre au monde bioclimatique. Voilà, en zone tropicale. Il fonctionne sans la climatisation. Voilà. Et c'est un bâtiment qui est entièrement en bois, aussi de cette taille-là. C'est une prouesse assez incroyable en termes de structure bois. Alors, comment il fonctionne? Donc, l'architecte, c'est Olivier Brabant, livré en 2014. Alors, je vais venir plutôt. Alors, donc, le principe de cet amphithéâtre, c'est que le toit est ouvert. On a un gros canyon dépressionnaire, donc le vent s'engouffre dans le canyon et ça crée une dépression. Voilà. Et ensuite, on a des grandes ouvertures sur les côtés. Mais alors, ce qu'a fait Olivier aussi, c'est que sous l'amphi, comme ici, c'est creux. Donc l'air, il rentre comme dans un sous-marin, il y a des espaces. En fait, là ce qu'on appelle en termes architecturaux une cour anglaise. Donc l'air, vous voyez, il passe sous les gradins, se rafraîchit et est aspiré. Alors, comment il fait pour remonter? C'est que les contre-marches, donc la partie verticale de l'amphi, elles sont vides. Donc l'air sort par les contre-marches et est aspiré vers le haut. Voilà. Et donc ça donne ça en visuel. Donc on voit les grandes ouvertures, on voit la partie lumineuse, c'est le canyon dépressionnaire.
Lionel, tu fais le maître du temps, hein. Si je parle trop, tu me dis, on est bon encore? Ça va? Euh, donc, donc Olivier, il a travaillé sur les sièges. Vous voyez que les sièges sont perforés. Les sièges sont en tissu qui permet de transpirer. Donc même au niveau du design des sièges, il y a eu une attention particulière justement pour que les gens ils puissent bien transpirer. Voilà. Et cet amphithéâtre, comme tous les bâtiments qui fonctionnent en ventilation naturelle et qui sont complexes, sont testés en soufflerie au laboratoire Eiffel. Alors je ne sais pas si vous saviez, vous connaissez Gustave, voilà, qui est très connu pour les tours et les structures, mais ce qu'il faut savoir, ce qu'on sait moins, c'est que dans la deuxième partie de sa vie a été consacrée à l'aéronautique. Ça, vous ne le saviez pas peut-être. Donc en 1900, on a les avions qui commencent à arriver et donc ils commençaient à faire tomber les profils, les obus de la tour Eiffel. Parce qu'ils s'étaient dit, bah, j'ai une tour qui fait 300 mètres, je vais regarder la pénétration dans l'air. Donc ils faisaient les objets mobiles. Et après, il s'est dit, mais ce serait bien quand même que l'objet soit immobile et que ça soit l'air qui bouge autour de l'objet. Et c'est pour ça qu'il a eu l'idée de cette soufflerie. Il en a fait une première et la deuxième, en fait, qui est basée dans le 16e à Paris. Je vous encourage de la visiter parce qu'elle est fabuleuse, cette soufflerie. C'est une soufflerie avec une seule veine qui est toujours en activité. Donc, permet de faire des essais au début sur les avions, profil d'hélice, profil d'avion, profil d'obus. On est dans la Première Guerre mondiale. Mais maintenant, en fait, il y a beaucoup d'essais sur des ponts tenus au vent. On peut aller jusqu'à 30 mètres secondes quand même, ce qui n'est pas négligeable. Et tous les bâtiments qui ont été réalisés bioclimatiques à La Réunion ont été testés en soufflerie. Et donc là, vous avez l'amphithéâtre que je vous ai présenté, avec le vent qui est là, vous avez une photo de canne à fumée. Et vous voyez que le canyon dépressionnel fonctionne bien parce qu'on voit que la fumée passe ici, passe sous les contre-marches et est bien aspirée par la toiture. Question. Est-ce qu'il y a des trous dans le plafond? Alors en fait, oui. Les trous, vous voyez, là, c'est ouvert. C'est ce qu'on appelle, c'est des lames en fait qui sont ouvertes. Alors quand il y a un cyclone, on ferme les lames, mais tout ce linéaire, il est ouvert. Donc le plafond est ouvert. Oui. Alors il n'est pas ouvert de manière horizontale, il est ouvert de manière verticale sur les deux côtés. Là, ce que vous voyez ici, là, c'est une espèce de U qui est comme un canyon et qui est entièrement ouvert. Ça va, ça répond à la question? Alors, justement, 1 mètre seconde, c'est une bonne question parce que c'est la vitesse à partir de laquelle les feuilles commencent à s'envoler. Donc c'est pour ça que on se fixe 1 mètre par seconde dans un environnement, on va dire, de travail, un amphi, une salle de TD, etc. Chez soi, on peut être à plus de 2 mètres, 2 mètres par seconde. Voilà. Nous, on n'a pas de problème de froid. Si, ça peut marcher parce qu'en fait, tout est. Alors, ce qu'on utilise en fait à La Réunion, c'est ce qu'on appelle les jalousies. Les jalousies, c'est un système de lames qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Voilà. Et donc, quand il fait froid, par exemple, typiquement, on pourrait très bien faire. Alors, j'ai des zooms, on ne le voit pas très bien. Est-ce que vous voyez les rectangles, là, les ouvertures, en fait, là, c'est ces fameuses lames qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Alors, c'est du simple vitrage. Vu le climat est-ce que c'est transposable à Montpellier? La réponse est oui, c'est transposable, mais il faut trouver des jalousies de double vitrage. Le procédé existe. Voilà. Les jalousies que nous, on utilise, c'est des lames qui font 13 de haut, et les produits qui existent sur le marché, je sais que les Allemands, les Espagnols, j'ai vu des produits espagnols, des produits suisses et des produits australiens. C'est des lames qui sont beaucoup plus importantes, de faire 25, et c'est motorisé aussi. On peut les piloter. Donc le principe en fait de régulation par lame est transposable. Donc c'est tout à fait transposable en climat, on va dire tempéré, mais qui sont soumis à des étés chauds.
et dans des climats où il y a des fortes rafales de vent, donc du coup sur des temps plus courts, dans une même journée, il peut y avoir très peu de vent et beaucoup de vent. Comment est-ce qu'on peut réguler cette vitesse de flux? Alors, vous connaissez à l'échelle de la journée des rafales type la tramontane? Oui, ou le Mistral. Ben, en fait, le principe, ce qui est bien, c'est que, et par exemple, Saint-Pierre, Saint-Pierre, là où nous on est, c'est une ville où il y a du vent très fort, qui est comparable au Mistral ou à la tramontane. On a des alizés qui sont extrêmement forts. Donc en fait, le fait d'avoir des lames qui permettent de réguler, ben, suivant la force du vent, ben, on ouvre ou on ferme. Quand il n'y a pas de vent, on ouvre au maximum les lames à 90 degrés. Et quand il n'y a pas beaucoup de vent, ben, quand il y a du vent très fort, ben, on va fermer. Ce qui est très important, encore une fois, c'est la différence de pression. Si vous avez un vent de force 7 qui arrive ici, vous allez quasiment fermer les lames, mais ouvrir au maximum. Il faut toujours ouvrir au maximum sous le vent. Et ça va créer une bonne ventilation. Donc c'est à l'admission que vous gérez le vent fort. Mais à l'extraction, vous pouvez ouvrir. En temps réel, oui. Une autre question? Je vais vous montrer le bâtiment de Lézirois. Alors, le bâtiment de Lézirois est livré en 2019, donc on est quelques années après. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, alors bien évidemment, on regarde, bon, il y a des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est quasiment à énergie zéro, c'est-à-dire qu'on produit quasiment autant que notre faible consommation. Bon, si vous regardez, il y a beaucoup de protections. Les protections solaires, alors ça ne se voit pas, mais on avait exigé que les protections solaires soient décalées de 1 mètre des façades. Alors, en venant, j'ai vu un bâtiment là, parce que je suis venu à pied du centre-ville, et j'ai vu des bâtiments qui avaient des lames qui étaient contre les vitrages. Ça, on les refuse à l'Université de La Réunion, parce que si vous mettez des protections solaires trop proches des fenêtres, ok, vous bloquez le soleil, mais du coup, vous êtes obligé d'allumer. Donc, c'est pas bon non plus. Donc, il faut avoir des protections solaires, mais qu'elles soient un minimum décalées des façades pour permettre d'utiliser l'éclairage naturel. Donc, c'est un bon compromis. Donc là, en tout cas, on avait imposé 1 mètre, et donc au niveau de l'éclairage naturel, on est bon. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est le premier bâtiment dont l'ingénierie était inspirée par le vent. On était sur une parcelle très contrainte, avec beaucoup de mètres carrés à construire. Et en fait, ce qu'on a demandé à l'équipe de conception, c'était d'analyser le vent. Et donc, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la rose des vents, c'est-à-dire la direction du vent entre 8 heures et 18 heures, les jours chauds. C'est extrêmement important. Bon, vous n'avez pas l'habitude, mais on travaille beaucoup avec les archis, et quand ils présentent les projets, vous avez la rose des vents annuelle, donc jour et nuit sur 365 jours par an. La rose des vents annuelle, ça nous donne une direction en fait du vent. Si par exemple, je ne l'avais pas commenté, par exemple, sur Montpellier, en été, la composante, elle est sud. Moi, je me suis amusé à... Ça, c'est la rose des vents à Montpellier en juin, juillet, août, entre 8 heures et 18 heures. Ça veut dire que si vous construisez, si Polytech a les financements pour faire un super bâtiment bioclimatique, ben, déjà, il faut que le bâtiment il soit orienté avec les façades principales nord-sud pour que justement ce vent-là, ce vent de sud, puisse traverser le bâtiment. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous confirmez, mais en tout cas, c'est ce que ressort de l'analyse que j'ai faite. Voilà. Voilà. Mais c'est ce qui est important, c'est de regarder où est le vent pendant les heures d'utilisation du bâtiment et pendant les mois les plus chauds. Donc à La Réunion, les mois les plus chauds, c'est janvier, février, mars, et entre 8 heures et 18 heures. Donc on avait imposé ça, donc il se trouve qu'on avait une station météo sur le site, et donc la direction principale, c'est sud-est. Et donc l'architecte, avec l'ingénieur aérolique, il a fait un C. Il a fait un C face au vent, de manière à ce que le vent rentre dans le C, crée une zone de haute pression. Et ensuite, donc, les façades qui sont sur le sillage, en fait, c'est des zones où le vent va accélérer. Et si vous avez suivi, qui dit accélération, Bernoulli dit qu'il y a forcément basse pression. Voilà. Donc surpression à l'intérieur, on bloque le vent, dépression à l'extérieur, le vent s'accélère. Et donc le plus et le moins fait que tous les bâtiments, toutes les salles de classe sont traversantes. Et le C, bien évidemment,
les épaisseurs sont minimes, hein, ça fait 6-7 mètres, pas plus. J'ai des photos pour vous montrer. Donc voilà, donc là c'est l'intérieur du C, le vent il s'engouffre comme ça. Voilà, alors, donc vous avez, alors là, ce que vous avez en haut, là, c'est donc l'intérieur du C. Et donc vous voyez que le C, il est recouvert par une immense toile. Voilà. On a repris ce qu'on appelle la varangue. Donc dans la conception créole, la maison créole, la varangue, c'est la terrasse. En fait, c'est un espace de transition. On n'est pas dehors, on n'est pas dedans, mais on est protégé du soleil. Donc on a fait une immense varangue. Le BDE est juste en dessous. Là, vous avez une photo plongeante sur le BDE là. Le foyer des élèves. Et donc, ça, c'est une salle de classe type. Donc, la salle de classe, vous voyez, il y a les grandes jalousies. Donc, on a nos 25% de trous. On est en façade légère, pas de béton, c'est du dampalon. C'est ce que j'ai écrit là. Le dampalon, c'est un matériau, c'est un polycarbonate qui fait 16 mm et qui laisse passer la lumière. Ce qui veut dire qu'en éclairage naturel, on est bon aussi. Et derrière, on ne le voit pas, mais il y a les protections solaires que vous avez vues sur d'autres photos. On a des brasseurs d'air. Un brasseur d'air pour 10 mètres carrés. Voilà, donc on est confortable et on arrive à créer ces vitesses d'air. Donc en solution passive, on a 25% de trous, on a des grandes jalousies verticales, on a le dampalon pour l'éclairage naturel, on a des protections solaires détachées de la façade et surtout, quelque chose qui est important, c'est qu'on a des blocs-portes magnétiques. J'avais suivi le chantier, j'avais imposé ça en phase de programmation. Alors pourquoi j'avais imposé ça? Parce que si une porte en fait, qui est très lourde, comment vous avez des mouvements, des portes qui sont extrêmement lourdes, vous explosez le tableau. Voilà. Donc on a demandé à ce que les portes puissent être bloquées avec des aimants, mais ce n'est pas électrique, hein, c'est des aimants classiques. Hop, ça permet de maintenir la porte en position ouverte. Après, bon, sur les systèmes, on a de l'éclairage à LED, on a des brasseurs d'air, voilà. Et puis on a une centrale photovoltaïque qui fait 100 kW, ça revient à peu près à 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Donc voilà les IROA testés en soufflerie au laboratoire Eiffel. Donc, vous voyez, vous avez alors la veine, vous voyez, l'entoilage est d'origine. Hein. Et donc les IROA avec un bâtiment à côté, qui est le bâtiment Enerpos, qui est un autre bâtiment à énergie positive. Et en fait, l'analyse de maquette a montré que le fait de venir de mettre les IROA déventait le bâtiment Enerpos. Il y avait un bâtiment existant et si on rajoutait les IROA, ça déventait. Et donc ça, c'était un réel problème. Donc ça, je vais vous montrer comment on l'a résolu. Ça, c'est des bureaux. Alors pareil, on a imposé des bureaux à 2 personnes. 2 personnes, pourquoi? Parce que les bureaux font 6 mètres par 3 mètres. 6 mètres de long, 3 mètres de large. Les armoires de séparation entre les collègues, on a imposé des armoires en fait, qui permettent de laisser passer le vent. Donc c'est pour ça que les armoires cubiques ont été imposées. Sur le choix du mobilier, en fait, il y avait des critères aussi. Les bureaux aussi sont dans le sens du flux. Le positionnement des bureaux a été imposé aussi. C'est-à-dire que l'air, il circule d'un côté et de l'autre. Et donc, quand les gens sont assis, ben, le flux d'air, il est à l'endroit où ils sont. Et aussi, le fait d'avoir les bureaux comme ça permet aussi de ne pas avoir des éblouissements. Les écrans d'ordinateur, ne jamais avoir un écran devant ou derrière une source de lumière. Donc la lumière vient toujours des côtés. Donc au niveau du confort, c'est la meilleure position. Voilà. Vous voyez les jalousies, à quoi ça ressemble? Voilà. Donc ça, il y a une poignée qui permet de les faire fonctionner. Et on a un brasseur d'air au-dessus de chacun des collègues. Voilà. Hop, je vais vous montrer le... Ah. Ça bloque. Lionel, on est bon? 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. En attendant. Allez, les questions. Est-ce que vous avez des problèmes de nuisance sonore dans l'école en question ou pas? Est-ce qu'on a des nuisances sonores? Alors la réponse c'est oui quand les élèves ingénieurs sont dans le BDE. Ça crie un peu. Mais non, à part ça, il y a eu quand même des études acoustiques qui ont été faites. Les protections solaires extérieures, il y a eu un revêtement absorbant en sous-face pour éviter que le son passe d'un niveau à un autre.
Non, on a eu un acousticien qui a fait du bon boulot. Les gens ne se plaignent pas des nuisances sonores. Et aussi, les Irois, c'est bloqué. Alors, échoppe. Non. Je suis complètement bloqué. C'est bon. Après... Ouais. Bon, merci. Alors, je vois. Non. Non, ça repart pas. Bon, je vais prendre une question pendant que... Voilà. Non, parce que les panneaux solaires, ils sont vraiment... ils sont en shed, ça s'appelle en shed, et ils sont au-dessus d'une toiture qui est isolée, déjà. Donc ça ne va pas poser de problème particulier, non. Les éoliennes, alors déjà, heureusement, enfin on n'en a pas, mais et de toute façon, les champs d'éoliennes ne peuvent pas être implantés comme ça en milieu urbain. Donc les champs d'éoliennes, ils sont installés à La Réunion, mais dans des endroits bien spécifiques, parce qu'il faut quand même faire une étude d'impact, etc. Donc à ma connaissance, je n'ai pas vu de champ d'éoliennes en milieu urbain. On le fait en offshore, on le fait dans des terrains... non, c'est bon. Merci. Voilà. Donc non, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, alors super. Alors, le puits dépressionnaire, justement, voilà. Alors, je vous avais parlé que le bâtiment de l'Ésirois déventait. Il y a un bâtiment qui est ici. Voilà. Alors, ce qu'il a fallu qu'on fasse, c'est créer en fait, on a bloqué l'air ici pour. Alors pourquoi il était déventé, je vais peut-être essayer de l'expliquer si j'ai une vue aérienne. Alors ça se voit un peu. Alors vous voyez la partie jaune ici, il y a un bâtiment qui est parallèle à l'Ésirois. Le vent s'engouffrait devant et derrière, et en fait l'aile qui est jaune se retrouvait avec la même vitesse de vent des deux côtés, et donc en fait qui dit même vitesse de vent dit même pression, et donc cette aile-là était éventée, ça ne marchait plus. Donc ce qui a été fait, l'aile de l'Ésirois est ici et le bâtiment ici, c'est qu'on a mis une énorme toile tendue. On a complètement bloqué le vent pour l'empêcher de s'engouffrer entre les deux bâtiments. On a créé ce qu'on appelle un tympan, comme le tympan d'une oreille. De manière à ce que pour cette aile-là, le vent ici soit arrêté, ça soit donc une surpression, et que de l'autre côté, le vent s'accélère, ça soit une dépression. Donc là, on a résolu le problème de cette aile qui était déventée en créant ce tympan. Le problème, c'est qu'en créant ce tympan, on reportait le problème sur le bâtiment de l'Ésirois. Et donc le bâtiment de l'Ésirois se retrouvait, donc là le bâtiment de l'Ésirois ici, on se retrouve avec une surpression ici, parce qu'on a créé un tympan, et à l'intérieur du bâtiment de l'Ésirois, j'ai le fameux C, et je vous ai montré aussi qu'on avait une surpression. Donc on se retrouve à avoir une surpression ici, et une surpression à gauche et une surpression à droite. Et donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette cheminée, qu'on appelle un puits dépressionnaire, pour aller chercher une basse pression. Donc plutôt que de faire fonctionner le bâtiment de la gauche vers la droite, on le fait fonctionner de la gauche vers le haut. Donc on crée une énorme cheminée tout le long qui permet de créer cette dépression pour que les espaces en fait, dans lesquels il y a mon bureau et le bureau de toute l'administration puissent fonctionner correctement en ventilation naturelle. Et donc, alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même fou parce que du coup, là, vous voyez cette cheminée, on la voit ici. C'est un énorme parallélépipède qui doit être décollé. Alors il faut le décoller de 2 mètres pour que ça fonctionne bien, pour qu'on aille bien chercher les bonnes vitesses d'air. Et du coup, en visuel,
ça donne ça. Donc ce que vous voyez en fait, c'est la jardinière. Donc on s'était dit, bah, tiens, si on ouvre, qu'est-ce qu'on peut mettre en pied? Donc c'était une réflexion qu'on avait avec l'architecte, et bien, il nous a dit, bah, on va mettre une énorme jardinière qui collectera l'eau en cas de forte pluie. Et ça donne cet effet-là qui est assez unique, hein. C'est le seul endroit de la Réunion où on a fait un puits dépressionnaire sur une zone de bureau. Voilà. Et donc vous voyez, donc ça c'est les collègues en fait qui travaillent ici. Donc on retrouve la façade à gauche ici. Donc les jalousies ici, ce sont celles qui sont ici. Et ensuite donc ces jalousies, ce sont les jalousies de droite qui sont ici. Voilà. Donc je vais vous montrer ce puits dépressionnaire que votre directeur a eu la chance de visiter. Alors maintenant on change d'échelle. Donc les gens de l'aéroport, donc l'aéroport de Roland-Garros, qui est réunionnais en fait, hein, Roland-Garros, aviateur réunionnais, c'est pour ça que justement l'aéroport s'appelle Roland-Garros. Ils sont venus voir notre canyon dépressionnaire de l'amphithéâtre et ils se sont dit, ok, on va faire une aérogare bioclimatique avec un canyon dépressionnaire. La seule différence, c'est que notre petit canyon dépressionnaire, il faisait 3 par 3 par 20 mètres de long. Et là, c'est 10 par 10 par 80 mètres de long. Donc on change d'échelle. Et quand donc ça c'est une photo, hein, c'est pas une image de synthèse, c'est une réelle photo. Voilà ce que les visiteurs voient quand ils arrivent à La Réunion. Ils voient cet énorme puits dépressionnaire. Et donc là, vous voyez que du coup, là, ce que vous voyez là, c'est les lames dont je vous parlais qui sont à double vitrage et motorisées. Voilà. Et vous voyez que les brasseurs d'air, ce n'est pas des brasseurs d'air de 1,50 m, c'est des brasseurs d'air qui font 5 mètres de diamètre. Donc là, on est dans des échelles un peu plus importantes. Mais voilà, donc c'est et c'est la première aérogare bioclimatique au monde aussi. Voilà, qui fonctionne sans la climatisation. Voilà, alors je vais passer, bon tant pis, j'ai pas le temps, je vais juste vous montrer des choses importantes, parce que je vous ai dit, il faut quand même vérifier que ça marche. C'est bien beau de vous montrer tout ça, mais est-ce que ça marche? Est-ce que les gens sont contents? Et on a fait ce qu'on appelle une évaluation en mode occupé. Ça typiquement, c'est un projet d'élèves ingénieurs de l'ESIROIS, où on va en amphi, on installe une centrale qui permet de mesurer les vitesses d'air, les températures, et on donne des questionnaires. C'est par exemple comme si vous étiez en amphi, on vous donne des questionnaires et on vous demande comment vous vous sentez. Donc il y a un questionnaire de jugement thermique, un questionnaire de sensation thermique. La différence, vous voyez sur les échelles, l'échelle de sensation thermique, est-ce que vous avez froid, très froid, ni chaud ni froid, chaud, ça c'est l'échelle de sensation thermique. Et l'échelle de jugement thermique, vous trouvez cette ambiance confortable, légèrement inconfortable, inconfortable, très inconfortable. La différence entre jugement et sensation. Et puis on leur demandait, est-ce que vous préférez avoir plus de mouvement d'air, moins de mouvement d'air, etc. Alors on considère qu'on a atteint l'objectif quand on a 90% de personnes qui soient satisfaites. Satisfaites, ça veut dire qu'on est dans du vert et du jaune, légèrement inconfortable. Ça, c'est notre objectif. Alors si vous regardez, donc il y avait une centaine d'étudiants sur le jugement thermique, sur la sensation thermique par contre. Alors, début du cours, fin du cours. Donc ils arrivent en cours à 10 h, ils sortent à midi. Bon, on va se focaliser sur la partie midi. Il y en a 70% qui se sentent bien, ni chaud ni froid, 15% légèrement chaud, 5% chaud, 3% très chaud. Il y en a même quand même qui ont eu légèrement froid et un qui a eu froid. Dans une température à la fin de l'exposition, c'est la colonne de droite à 29 degrés. 29 degrés et une vitesse d'air de 0,2 m par seconde. 0,2 m par seconde, les conditions, elles sont ici. Par rapport à Givoni, normalement, en théorie, tout le monde doit crever de chaud. Si on regarde le diagramme de confort de Givoni. Et c'est là où, entre la théorie et la pratique, on voit que les gens, en tout cas à La Réunion, tolèrent les fortes températures et les fortes humidités. C'est-à-dire quand on a la théorie et la pratique, donc pourtant on n'a pas des grosses vitesses d'air, mais les gens, vous voyez qu'on est à 85%, ni chaud ni froid et légèrement chaud. Et si on regarde le confort maintenant, regardez, confortable 80% et 14% légèrement inconfortable. Ça veut dire qu'il y a 94% de personnes qui sont satisfaites de l'ambiance. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder la sensation et le jugement, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats. Je peux avoir légèrement chaud et je peux trouver l'ambiance confortable. C'est pour ça que vous voyez que là, on a 15% de personnes qui ont
légèrement chaud, 70, mais au global, vous voyez que les gens ils sont satisfaits de leur ambiance. Par contre, on peut voir qu'il y a 50% qui veulent plus de mouvement d'air. Et cet amphithéâtre, il a un gros défaut, c'est que c'est un amphithéâtre qui sert d'auditorium et qu'on n'a pas pu mettre des brasseurs d'air. Vous allez voir pourquoi. C'est que c'est une salle de spectacle avec une régie qui est en haut. Donc quand vous avez un gros vidéoprojecteur, l'écran de cet amphi, il fait tout ça. Il fait toute la largeur, toute la hauteur. Donc, ce n'est pas possible de mettre les brasseurs d'air parce que sinon, ça rentrait dans le faisceau de... Et donc, il y a certains moments où cet amphithéâtre, les gens ont chaud, se plaignent. Voilà, c'est juste pour vous dire que tout ne marche pas parfaitement, qu'il y a quand même des ajustements à faire. Voilà. De faire des mouvements d'air. Le problème, en fait, c'est de pousser l'air avec des systèmes de brasseurs d'air. Donc, alors, je sais que c'est une bonne remarque. Ce qu'ils ont fait à Singapour dans les amphis, c'est qu'ils ont des jets, comme dans les avions, directionnels sur les occupants. Mais ça veut dire qu'il faut avoir un circuit d'air comprimé qui permette de pulser de l'air sur les occupants. Parce que c'est vrai que quand vous avez chaud, si vous recevez un air avec un jet pulsé, ça atténue. Mais je sais qu'à Singapour, ils l'ont fait. Voilà, donc je terminerai juste pour la dernière slide parce que c'est le plus important. Donc ça, c'est... Vous voyez qu'on a des brasseurs d'air, là, c'est du 7-8 mètres de diamètre. Donc là, on est dans du 2 mètres secondes. Voilà, donc le plus important, en fait, pour terminer, c'est déjà d'être actif dans des bâtiments passifs. J'ouvre les jalousies, je mets, voilà. Il faut être impliqué. Et le climat, en fait, on a tendance à dire, il ne faut pas oublier que c'est un allié. Quand de la Réunion, on voit, alors les vagues de chaleur à 40, ok. Mais quand les journalistes disent il y a des vagues de chaleur à 32 degrés, on est mort de rire à la Réunion. Les vagues de chaleur à 32 degrés, ben, on a ça tous les jours en été. Et en fait, on est confortable. Donc jusqu'à ce que pour les températures à 30, 32, on peut fonctionner en bioclimatique. Donc qu'est-ce qui va se passer à 40 ? Qu'est-ce qui se passe à 40 quand il y a... Alors la question, c'est ça. C'est est-ce qu'on fait ce qu'on appelle des bâtiments en mode mix. C'est des bâtiments qui peuvent fonctionner en ventilation naturelle traversante, des bâtiments qui peuvent être fermés et climatisés pendant les fortes chaleurs. Voilà. Mais ça veut dire aussi des investissements conséquents pour des séquences de 5 jours. Donc ça, c'est une grosse réflexion à avoir. Il faudra surveiller l'occurrence pour savoir si... Alors, par exemple, si je prends le cas de Polytech, enfin en tout cas des bâtiments, c'est juin, juillet, août. Il faut comptabiliser ça en nombre d'heures d'inconfort et voir si ça vaut le coup de climatiser ou non pour des vagues de chaleur qui vont durer 5 jours, 10 jours pendant la période scolaire, pendant la période universitaire. C'est une question à avoir, ça, je n'ai pas la réponse. Voilà. En tout cas, pour revenir à la fin, le climat, c'est un allié. Il faut s'en servir. Il faut planter des arbres. Il faut faire des... Pour moi, l'architecture que je vous ai présentée est transposable. Elle est transposable à Montpellier, elle est transposable dans le sud de l'Europe. Simplement, il faut isoler, il faut mettre des jalousies à double vitrage. Voilà, c'est des ajustements à faire. Mais les principes que je vous ai montrés, ils peuvent être exposés ici pour lutter contre les vagues de chaleur et pour réduire la période de climatisation. Et surtout, ce qui est important, c'est que regardez ce qui se faisait avant la climatisation, quel que soit le climat, que ce soit ici, que ce soit la Réunion, c'est que l'innovation vient il faut regarder ce qui se faisait il y a 100 ans et regarder l'architecture traditionnelle, l'architecture vernaculaire et transposer ces principes-là à ces bâtiments modernes. Et voilà, il faut juste donc que l'expertise réunionnaise peut être réutilisée, utilisée en métropole. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'ai une question ici. On aime bien nous vendre des pergolas bioclimatiques. Et donc, en plus, ça coûte très cher. Nous aussi, on a des pergolas bioclimatiques. Voilà. Et je me posais vraiment l'efficacité en fait, de ce genre de système. Parce que là, aujourd'hui, il y en a de partout, c'est en alu.
Bon, je me dis à quoi ça fait. Est-ce qu'il y a une vraie utilité en fait? En fait, la pergola bioclimatique, tout dépend. Est-ce que c'est pour mettre une pergola devant une surface vitrée d'une façade Ah d'un non, bâtiment? généralement tu le mets devant la maison pour dire que voilà. Bon. Alors, déjà, une pergola, à la base, c'est On, bioclimatique. on t'explique que oui, vous allez voir, il va avoir, ça va aspirer. Donc, Non, non. Pour moi c'est du... Non, une pergola classique, sans pas la peine d'avoir des lames mobiles. Ça peut être une bonne pergola, on fait monter la vigne dessus, et ça suffit. Voilà. Alors, juste pour vous dire que le bâtiment de l'Esirois, on avait estimé en phase de conception, on s'était fixé comme objectif une consommation. Parce qu'en fait, dans le bâtiment de l'Esirois, il y a des parties bioclimatiques et puis il y a des parties à cause de la spécialité agroalimentaire. Parce qu'il leur faut des labos climatisés, il leur faut des chambres froides. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, en fait, on a eu des consommations, on va dire, on s'était fixé 60 kWh par an par mètre carré. On regarde les performances d'un bâtiment par rapport à leur consommation annuelle par an par mètre carré. Un bâtiment climatisé, mal conçu, on est à 100, 120 et on s'était fixé 60. Eh bien, on n'a pas atteint cet objectif et vous savez pourquoi? Parce qu'on avait 4 bornes de véhicules, de prise de recharge de véhicules électriques et ça nous a fait exploser notre consommation. Et ça, on ne l'avait pas prévu. Voilà, juste pour la petite histoire. Moi, j'avais une question avec le fait de tout ouvrir et en plus d'avoir de l'arbre, enfin de la végétation. Est-ce qu'il y a des problèmes de nuisibles, enfin d'insectes ou n'importe quoi dans les bâtiments ou des problèmes comme ça? Non, 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 non. Alors après, c'est vrai que c'est des questions qui viennent. Parce que à la Réunion, on a eu le chikungunya, on a eu les moustiques, etc. C'est des questions qui reviennent en fait. Après, il faut juste traiter et s'assurer qu'il n'y a pas de dépôt. Alors, à l'Ésiro, on n'a pas trop de moustiques, mais ça dépend vraiment. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'eau stagnante pour éviter la prolifération des moustiques. Voilà. Mais non, on n'a pas de nuisibles particuliers. Voilà. Non, non. Mais c'est une question intéressante parce que il y a eu, on a eu une réglementation qui est arrivée à La Réunion il y a quelques années, qui s'applique au secteur du logement, et c'était le CEREMA en fait. Et donc les personnes de métropole qui voulaient faire cette réunion, il y a un d'entre eux me disait mais vous n'avez pas, alors il nous dit comment il appelait ça, vous n'avez pas de la vermine? On l'avait regardé, et on lui dit de quoi? De la vermine. Il avait en tête qu'à partir, comme vous en fait. Qu'à partir du moment où on ouvrait, on allait avoir des cafards qui allaient rentrer, des araignées, je ne sais pas, des serpents. Je dis ben non. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage des fois entre des gens de métropole qui ont des idées sur ce qui peut se passer. Ben, non, 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 on n'a pas eu de... Et malheureusement, cette personne-là, heureusement qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il se calme parce que comme il était assez influent, il aurait pu avoir des répercussions assez... On parle de réglementation quand même. Donc vous imaginez si quelqu'un a des idées préconçues sur un pays qu'il ne maîtrise pas, pour des aspects réglementaires, ça peut être problématique. Ouais. Alors, là aussi, bâtiment bioclimatique, quand on avait fait parce que je m'étais occupé de la phase programmation, et quand vous êtes en phase programmation, vous avez forcément un économiste du bâtiment qui participe au... Et donc quand on disait que le bâtiment était bioclimatique, la personne disait mais ça va coûter très cher. Et parce que derrière bloc climatique, elle imaginait des protections solaires motorisées qui suivaient la course du soleil, etc. Donc dans sa tête, un économiste en fait qui planifie, il y allait avoir des surcoûts énormes parce que la notion du mot bioclimatique, elle ne le percevait pas comme nous on le percevait. Bioclimatique, c'est simplement avoir un bâtiment qui s'adapte au climat, mais on utilise des principes passifs. On ne veut pas de la high-tech, on fait de la low-tech. De la low-tech. Donc on utilise des matériaux locaux, on utilise des choses qui ne vont pas générer de la maintenance, des coûts de maintenance importants.
Donc, en tout cas, le surcoût, oui, parce qu'en fait, on dit dans le bâtiment, les trous coûtent plus cher que les pleins. Voilà. Ça coûte plus cher de faire des trous qu'un beau mur en béton. Voilà, ça ne coûte pas cher. Donc, le surcoût, il est en général de 2-3%. Par contre, donc ça, on est en phase investissement. C'est toujours la logique de l'investissement par rapport à la logique de fonctionnement. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas investir plus cher pour avoir un bâtiment qui va être frugal sur sa durée de vie? On est là pour, le bâtiment il est là pour durer 50 ans. Donc en général, si on regarde les économies d'énergie, les coûts de maintenance de clim pas clim que j'ai abordé, en 5-6 ans, c'est rentabilisé. C'est rentabilisé. Et alors, il y a des choses qu'on n'a pas comptées aussi, c'est l'influence sur la santé des gens. Quand vous êtes dans un bâtiment climatisé, vous êtes à 23-24. Vous sortez, il fait 30 degrés, 80% d'humidité. Un gros choc thermique. Alors, Michel et Antoine, en fait, les deux archis, ils ont vu que quand leur agence était bioclimatique, ils ont vu que le nombre d'arrêts de travail avait été divisé par 3 quand ils sont passés dans un bâtiment bioclimatique. Parce que les gens ils tombent malades quand il y a la clim. Voilà. Et là, donc ça a une répercussion aussi. Donc il y a un coût sur la santé. Les gens apprécient beaucoup parce qu'on entend les oiseaux. On entend le bruit des feuilles quand on est dans son travail. Donc il y a un effet apaisant. Donc c'est très dur pour les gens à La Réunion parce qu'ils s'imaginent que le confort, c'est la climatisation. Donc là, les bureaux, quand je vous ai parlé, là, 6 par 3, imaginez que les Irois, on a déménagé en 2020. On était sur 2 sites. Il y avait un site qui était dans le nord. J'avais toute la spécialité informatique. Les collègues informaticiens, ils étaient dans un bureau individuel climatisé. Et là, on les fait passer dans un bureau à 2 non climatisé. Vous imaginez le choc psychologique? Mais quand ils ont vu que, parce qu'il y avait des bâtiments déjà qui marchaient, quand ils ont vu que ça marchait, en fait, les gens, en fait, ils sont très réfractaires, ils se rendent compte que ça marche. Et après, si on leur demande de repartir dans des bâtiments climatisés, ils ne veulent plus y retourner parce qu'ils se rendent compte que finalement, ça marche bien. Le dress code, tout le monde, alors si vous venez à Les Irois, tout le monde est en Bermuda, polo, donc voilà, tout le monde s'y est mis. Quand le directeur le fait, tout le monde le fait après, donc c'est bien. Et non, mais après, voilà, donc c'est un état d'esprit après. Hein. Ouais. Ouais, juste une petite histoire, parce que j'avais en février, parce qu'à Les Irois, on invite des collègues du rectorat, et il y avait pas mal de cadres du rectorat, parce qu'on a un bel amphi, et ils étaient venus faire un séminaire, et tous les inspecteurs académiques, tous les directeurs du rectorat, les DAZEN, etc., ils sont tous arrivés en costard-cravate. On était en février, je les ai reçus pour le café, mais moi j'étais en bermuda t-shirt, et ils dégoulinaient tous. Ils dégoulinaient, ils étaient. On revient. Et je leur dis, mais pourquoi vous habillez comme ça? Eh bien, dress code, le recteur, il veut que les inspecteurs académiques et les équipes de direction du rectorat s'habillent en costard-cravate. Là, j'ai dit, continue à transpirer. Alors. Merci à toi. Merci.